Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer. On va laisser les autres participants arriver quand ils arrivent. Alors, bonsoir. Je suis Rosalie Sarassoa, la directrice de bénévolat et engagement communautaire. Au nom de Parcé DT1, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parcé DT1. Cet événement virtuel présentera plus d'informations sur l'autogestion du DT1, incluant les différents appareils, looping, la fatigue d'utiliser les appareils et autres informations. La présentation va durer environ 20 minutes et puis après, on va commencer une période de discussion et de questions. Nous voulons que cette séance soit aussi pour tout le monde et il y aura beaucoup de temps pour partager vos commentaires. Alors, premièrement, je veux reconnaître que je me trouve sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk et Haudenosaunee. Si vous avez déjà été avec nous, vous avez peut-être remarqué un nouveau nom. Parcé DT1, c'est notre nouveau nom, mais nous avons encore la même mission. Nous sommes un leader mondial œuvrant pour un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et la défense d'intérêts. Nous soutenons les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le diagnostic en aidant les personnes vivant avec le DT1 à mener une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant à trouver des traitements curatifs. Notre nouveau nom, Parcé DT1, reflète davantage le travail que nous accomplissons pour soutenir toute personne atteinte de DT1 à tout âge et à tout stade, y compris la communauté adulte qui est souvent sous-représentée. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et si vous ne souhaitez pas participer à l'enregistrement, veuillez éteindre votre caméra maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, notre série éducative offre de l'information sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Et aujourd'hui, ce soir, il s'agit de notre dernière session de 2024. Mais nous sommes ravis de vous proposer une nouvelle liste de sujets l'année prochaine. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois, soit demain soir, et à la même heure, à 19h. Il s'agit d'une opportunité non structurée de se connecter avec d'autres sans une programmation formelle. Et pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à la prochaine série. Vous pouvez visiter parcdt1.ca et je vais mettre un lien dans le chat. Alors, on est un groupe. Alors, pour minimiser le bruit, on met tout le monde en sourdine. Veuillez noter que nous enregistrons, bien sûr, comme j'ai déjà dit, et on va publier sur notre chaîne YouTube. Alors, veuillez éteindre votre caméra si vous ne voulez pas apparaître sur vidéo. Il y a un bouton pour lever la main, mais aussi nous avons une fonction de clavardage et encourageons toute question et à être commenté dans le clavardage et nous essayons à répondre. Et nous fournirons une adresse courriel de contact dans la fonction de clavardage. Et pour ceux qui manquent la session, comme on dit, on va envoyer un courriel avec le lien pour YouTube. À l'approche des saisons chargées des fêtes, c'est bon de faire point sur vous ou sur la gestion du DT1 d'un proche. Nous parlerons de différentes façons de mesurer la glycémie, d'administrer l'insuline et de reconnaître les signes de fatigue des appareils. Et ce soir, on va partager tout cela avec la directrice nationale de programme de recherche de mobilisation et des connaissances de Parcé DT1, Dr. Anne-Marie McDonald. Anne est aussi médecin, mère de 2 jeunes enfants et elle vit avec le DT1 depuis qu'elle a 4 ans. Après une brève présentation, on va ouvrir la parole aux questions et on espère pouvoir encourager une conversation libre. Et à vous la parole, Anne-Marie. Parfait. Merci beaucoup, Rosalie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Rosalie, pour l'introduction. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous ce soir. Alors, merci de prendre le temps de votre soirée pour nous joindre. On va parler sur le thème de l'autogestion du diabète type 1. Comme Rosalie a mentionné, moi, je vis avec le diabète depuis 35 années presque.
Et c'est vraiment, si vous vivez avec, si vous gérez un enfant qui vit avec, vous savez bien que c'est quelque chose à quoi il faut penser à chaque jour, à chaque heure, des fois même à chaque minute, si par exemple on a un hypo sérieux. Alors, ce soir, j'aimerais bien que ça soit plus une conversation qu'une présentation. Alors, hop, mes diapos ne changent pas. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. J'aimerais bien que vous utilisiez la fonction chat si vous avez des commentaires, des questions ou levez la main. J'ai des questions aussi que j'ai mis les diapos. Alors, j'aimerais bien euh, engager tout le monde pour en savoir plus. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de connaissances et d'expériences durant ces sessions. Alors, je vais parler un peu de l'autogestion. Je vais parler un peu du langage et de l'importance du langage. Comment est-ce qu'on parle de notre diabète? Comment est-ce qu'on peut utiliser des phrases ou des mots qui peuvent nous aider avec notre attitude, avec notre gestion du diabète. On va parler un peu des appareils, de la technologie pour le diabète et aussi, encore une fois, comment ces appareils peuvent nous aider avec notre qualité de vie, mais aussi se rendre compte que des fois, la technologie, ça peut être fatigant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir la détresse et la fatigue qui est liée à ces appareils? Ensuite, je vais parler de la détresse diabétique. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez bien, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu parler, mais j'aimerais bien focus quelques minutes, quelques diapos sur ce thème, comme c'est vraiment quelque chose d'important quand on parle de l'autogestion. Et finalement, je vais partager aussi quelques ressources, juste pour que vous avez des liens, des blogs, des pages web, etc., pour vous aider avec votre parcours personnel avec le DT1. Alors, j'aimerais commencer et je vais juste ouvrir Rosalie à cause que j'ai perdu mon chatbox. Alors, laisse-moi juste l'ouvrir sur mon téléphone pour que je puisse engager avec tout le monde. J'aimerais vous demander si vous êtes à l'aise de partager peut-être votre lien avec le diabète de type 1. Vous pouvez le mettre dans le chat si c'est vous qui vivez avec, si c'est un enfant, un ami, un membre de la famille. Et aussi, si vous voulez partager le nombre d'années que vous faites partie de ce club qu'on ne veut pas vraiment être membre, mais voilà, on est là. Alors, pour moi, comme j'ai dit, c'est 35-36 années et c'est moi qui vis avec. Alors, je vais vous donner quelques minutes et vous avez une fonction chat sur votre écran et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi vous lever la main et partager en parlant. Alors, on commence déjà. Isabelle qui dit qu'elle est DT1 depuis l'âge de 32 ans et 55 ans maintenant. OK, parfait. Et puis, Depuis 50 ans, OK. non, Oui. Guy, ouais, c'est ça. Sa fille depuis 10 ans, Louise depuis 53 ans, OK, parfait. euh, mon enfant depuis l'âge de 2 ans, il vient d'avoir 12. Une autre, Susan, depuis 55 ans, Alors qu'elle avait déjà, 13 on ans. a à peu Oui, près, c'est tard dans la journée, mais je dirais 200, 250 années d'expérience, de connaissances avec ce groupe. Alors, on voit comment c'est facile d'avoir beaucoup, beaucoup de connaissances. Alors, même si moi, je suis celle qui présente, s'il vous plaît, soyez pas gênés de partager votre opinion, vos commentaires sur le thème ce soir dans le chat, parce qu'on peut toujours apprendre d'autres choses, être en communauté. Alors, maintenant, j'aimerais vous demander cette question à propos des mots que vous utiliseriez pour décrire la vie avec le diabète de type 1. Et ça peut être le premier mot qui vous vient au cerveau. Vous pouvez y penser aussi un tout petit peu. Si vous êtes parent, on a quelques parents aussi. Le fait de s'occuper d'une personne qui est atteinte du DT1, à quoi pensez-vous?
Et encore une fois, je vais ouvrir le chat. Je vous donne quelques minutes, quelques secondes. Des fois, c'est un Travail travail, à temps oui, plein. à temps plein. Oui, j'avoue que des fois, c'est un travail à temps plein, astreignant, oui. Astreignant, ouais. Toujours prévoir, oui, toujours y penser, oui. Désolée que je regarde en bas, j'ai mon téléphone en bas. Overwhelming, yep. Alors, l'idée de constamment faire des décisions, avoir ce fardeau de la maladie. D'autres mots? Toujours en mode d'analyse, oui, ouais, c'est clair. Il faut toujours y penser. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire plus tard durant la journée? Qu'est-ce que ces taux de glycémie signifient, etc. OK, parfait. Alors, en voyant ces mots, on voit tout de suite, c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est un défi, c'est un challenge. J'ai mentionné le fardeau, cette idée de faire des décisions à chaque jour pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, si on est caregiver, si on est parent. L'autogestion, c'est tellement important avec une maladie chronique à cause que c'est non seulement les activités, mais c'est aussi nos pensées, c'est aussi les comportements, c'est les activités, comme j'ai dit, qu'on fait à chaque jour qui nous aident à gérer notre maladie. Et l'autogestion, ça commence vraiment avec notre identité. Si on accepte le diagnostic de diabète de type 1 et si on est capable de s'adapter, d'ajuster nos comportements et nos pensées pour mieux gérer la maladie. C'est bien sûr beaucoup plus facile de dire tout cela que de le faire. En tant qu'objectif d'autogestion, ça se peut que quelqu'un, comme on voyait dans le chat, quelqu'un qui vit avec le diabète depuis 50 années va avoir des buts ou des objectifs d'autogestion différents de quelqu'un qui est nouveau diagnostiqué. Les buts peuvent être des résultats optimaux en tant que, disons, taux de glycémie, santé mentale, réduire des complications, améliorer sa qualité de vie et aussi sa longévité. Les défis, par contre, existent aussi, bien sûr, et les défis avec l'autogestion sont complexes. Alors, des fois, c'est les connaissances. Alors, peut-être, on veut utiliser une pompe à insuline, mais on n'a aucune idée comment ça marche. On ne connaît pas les différences entre les pompes. Alors, avec l'éducation, avec un network, un groupe de endocrinologues, d'infirmiers, d'infirmières, on peut avoir ces connaissances. C'est peut-être aussi un défi avec un manque d'accès. Alors, l'accès aux médicaments, aux appareils, souvent c'est l'accès avec le support, les fonds pour avoir ces technologies. Et l'autre chose, à quoi des fois on y pense, moi j'y pense plus, étant médecin par éducation, c'est l'idée que le système de soins de santé n'est pas vraiment conçu pour traiter, pour gérer les maladies chroniques. Et si on pense au nombre de fois qu'on voit un endocrinologue durant l'année, mais on compare ça aux décisions qu'il faut faire à chaque jour. Alors, disons que vous avez une vingtaine de minutes à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois pour toutes les décisions qu'il faut faire à chaque jour. C'est pas vraiment un système de soins de santé qui est là pour vraiment nous aider à chaque jour à mieux vivre, à mieux gérer cette maladie difficile. J'ai mis aussi ici quelques mots qui sont pris de l'Association américaine du diabète que j'ai bien aimé. Alors, je vais prendre le temps pour le lire. Et c'est que la nature grave et chronique du diabète, la complexité de sa gestion et les multiples décisions quotidiennes, comme je disais, que le diabète exige, de prendre pour les soins, font en sorte que l'adhésion à un programme de soins prédéterminé ne peut être maintenue tout au long de la vie d'une personne atteinte de diabète. Et ce que ça veut dire, c'est que si on voit un endocrinologue en janvier avec un programme, avec des taux des doses d'insuline, ça se peut qu'en mars,
même en février, qu'il faut faire des changements. Alors, oui, on a des docteurs, on a des endos, des infirmiers, des diététiciens qui sont vraiment super, mais c'est vraiment nous, comme les personnes qui vivent avec ou qui gèrent une maladie, qui doivent être capables de faire l'autogestion à chaque jour. Alors, la prochaine question que j'aimerais vous demander, c'est quelle activité d'autogestion ou d'auto-soin vous aide à gérer votre diabète de type 1? Comme j'ai dit au début, tout le monde va avoir un parcours différent avec son identité étant quelqu'un qui vit avec le diabète, leurs défis de jour à jour. Alors, qu'est-ce qui vous aide à gérer votre diabète? Ça peut être des choses qui vous aident avec vos taux de glycémie, qui vous aident avec votre santé mentale. Je vais vous donner une minute pour y penser. Vous pouvez aussi répondre à voix vive. Oui, Si oui, vous oui, voulez, exact. on n'est pas un On énorme est, groupe, alors oui, si vous voulez juste répondre avec votre voix, vas-y. oui, oui. Alors, le sport, oui, ça, c'est Kelly. Préparer ses repas, oui, chez soi. Oui, c'est beaucoup plus facile chez soi qu'à un resto. Oui. Normalement, pour les restaurants, ils nous disent il faut ajouter 20% pour les glucides dans les menus. Alors, Marie partage pendant plusieurs années, j'écrivais tout ce que ma fille mangeait pour pouvoir retourner vérifier par la suite. C'est un gros travail, mais ça vous aide en tant que vos connaissances hein, sur la nutrition. La routine, oui, la routine, même si des fois la routine, on fait la même chose 2 jours de suite et on voit de différentes choses avec nos taux de glycémie, mais normalement, la routine, Louise, oui, ça nous aide. Susan, les nouvelles technologies aident beaucoup et aussi préparer les repas. OK, parfait. Alors, vous avez mentionné euh, quelques-unes des comportements ici d'auto-soin. Alors, ces 7 comportements d'auto-soin, d'autogestion essentiels, c'est pris des guidelines de clinique qui mentionnent que ça, c'est les 7 comportements qui vraiment peuvent nous aider avec la glycémie, avec la réduction de complications et aussi avec notre qualité de vie. Alors, souvent, quand je demande cette question, la nourriture, alors la saine alimentation, comme vous avez mentionné, euh, et c'est mentionné, c'est quelque chose à quoi on pense. L'activité physique aussi, avec quelqu'un qui a mentionné le sport, je pense Kelly. L'autre chose, avec la gestion de la glycémie et les médicaments, l'insuline, bien sûr, on ne pense pas à l'insuline à cause qu'il faut le prendre, mais c'est quand même un comportement d'auto-soin de prendre son insuline avant ses repas ou après, dépendant bien sûr de votre taux de glycémie. Mais les autres choses, les 3 dernières choses, c'est pas normalement des choses à quoi on pense. Alors, les compétences pour mieux pour mieux avoir des résolutions de problèmes. Alors là, on parle vraiment des thèmes psychosociaux, psychologiques. Nos compétences avec l'adaptation. Alors, j'ai touché là-dessus un peu. Alors, c'est l'idée d'être capable de rebondir, c'est la résilience, et je vais parler de la résilience sous peu dans quelques diapos. Et la dernière chose, c'est ces comportements de réduction de risque. Alors, la routine, des fois, ça tombe ici. Alors, on essaie de réduire nos risques, de mieux planifier. La même chose avec la planification des repas, ça tombe ici aussi. Alors, ça, c'est les 7 comportements d'auto-soin qui ont été trouvés dans différentes études à nous aider à mieux vivre et avoir des résultats qui nous aident à avoir une qualité de vie meilleure.
Bien sûr, par contre, changer son comportement, si nous avons essayé à changer notre comportement, on sait que c'est très, très difficile. Normalement, on connaît qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire pour une raison ou une autre. Alors, quelques obstacles, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous décriviez comme des obstacles. Mais des obstacles au comportement d'auto-soin, c'est par exemple, alors ici, je vais juste mentionner quelques exemples. Comme pour moi, j'ai deux petits-enfants qui ont presque mon garçon a presque 2 ans et ma fille a 4. La manque d'énergie, manque de temps, bien sûr, si on a une vie assez occupée. Cette idée de peur de la vulnérabilité. Ici, je parle un peu de l'identité. Alors, disons, si on n'est pas encore ouvert avec son diagnostic, on ne veut pas vraiment avoir le soutien, le support des autres, peut-être à cause qu'on a peur. Alors, l'autogestion est beaucoup plus difficile quand on le fait toute seule. La santé mentale, bien sûr, si on ne se sent pas bien, c'est difficile de changer ses comportements. Le soutien de la famille, si on n'a pas de soutien, bien sûr, changer ses habitudes de vie. Normalement, c'est difficile quand on a le soutien, mais c'est encore plus difficile quand on n'a pas de soutien. La culpabilité, des fois, la culpabilité, c'est quelque chose qui fait que c'est difficile d'aller à nos rendez-vous, par exemple, avec nos endos, à cause qu'on a peut-être des taux de glycémie élevés, et on ne veut pas avoir un meeting avec un endo qui va nous dire « Ah, vous faites pas, vous pouvez faire mieux avec votre gestion, par exemple. » Et la dernière chose, c'est peut-être la manque de soutien pour les soins de santé. Et ces soutiens, c'est quelque chose qui est vraiment dépendant d'où vous vivez. Peut-être vous vivez quelque part, pas dans une grosse ville, mais quelque part où c'est difficile vraiment d'accéder à ces supports de soins. Alors, c'est vraiment difficile de changer ses comportements en matière de santé. Et avec le diabète de type 1, je pense qu'il faut souvent se rappeler qu'on fait de notre mieux avec l'autogestion. Même si on sait qu'est-ce qu'il faut faire, en réalité, faire ces changements, normalement, on essaie de faire des changements petit pas par petit pas pour se rendre quelque part, pour se rendre dans un endroit, dans un environnement qui nous aide avec notre gestion. Alors, passons maintenant au langage. Alors, j'ai mentionné un peu au début, quand je parlais du programme pour cette session, cette idée du langage. Et c'est peut-être quelque chose à quoi vous pensez déjà, mais la manière dont vous parlez de votre diabète ou du diabète de votre enfant vraiment va changer votre relation avec la maladie et votre habilité de gérer votre maladie d'une façon avec du succès. Alors, j'aimerais bien que vous regardiez ce tableau et vous pouvez voir qu'il y a des phrases, des mots à éviter et aussi d'autres à utiliser à la place. Et j'aimerais savoir s'il y a de quoi où vous le voyez et vous vous dites ah, c'est quelque chose que je me dis souvent, disons, je sais pas, peut-être que vous échouez quand vous avez le dernier, vous échouez quand vous avez des taux de glycémie super élevés, vous essayez de contrôler votre taux de glycémie, vous ne devrez pas faire quelque chose. C'est vraiment cette idée de oh là là, je pourrais faire beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est sûr que ça ne va pas vous aider à vous sentir bien à propos de votre autogestion. Il y a d'autres mots ici qui sont un peu plus, disons, personnels, hein, comme par exemple maladie et état. Moi, je dirais, personnellement, moi, j'aime mieux dire maladie. En fait, c'est une maladie. Notre pancréas ne produit pas de l'insuline, au lieu de dire état. Par contre, ça se peut qu'un de vous n'aimez pas l'idée de dire la maladie. Alors, je vous donne un instant pour lire le tableau, pour voir s'il y a quelque chose que vous vous sentez, vous vous dites, ou si vous voyez une différente manière de parler de votre diabète qui pourrait vous aider.
On partage cela aussi avec les endos, avec les professionnels de la santé, à cause que quand on fait l'entraînement de la médecine avec les taux de glycémie, on parle souvent de contrôler la maladie, de contrôler les taux de glycémie. Et en fait, souvent, on essaie de notre mieux, et même si on essaie de gérer nos taux de glycémie, c'est pas vraiment l'idée de contrôler quelque chose. C'est mieux de gérer, d'influencer, de discuter de l'impact du diabète sur la vie de la personne en général. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Sinon, il n'y a pas de problème. Je vais passer à la prochaine diapo. Alors, maintenant, je vais parler un peu des appareils pour le traitement du diabète. Disons, il y a 5-10 années, je pense, on commençait vraiment à voir beaucoup, beaucoup de progrès avec les appareils, avec la technologie pour se donner de l'insuline. Alors, moi, je me rappelle, moi, j'étais diagnostiquée dans les années 80 et il fallait avoir une machine, hein, et je suis sûre qu'il y a d'autres d'entre vous qui l'utilisaient. Si vous vivez avec le diabète depuis une cinquantaine d'années, euh, le capteur de glycémie, ça prenait, je pense, 5 minutes. Et il fallait attendre pour... S'il n'y avait pas assez de sang sur la lancette, je ne sais pas si on dit ça en français, il fallait le refaire et attendre encore une fois pour 4-5 minutes. Et maintenant, bien sûr, on a l'option d'avoir des taux de glycémie sur notre montre, sur notre téléphone avec les systèmes de glucose en continu, comme le Dexcom, par exemple. Alors, il y a vraiment eu un gros progrès avec la technologie. Il y a des gens qui aiment vraiment avoir des pompes à insuline comme l'Omnipod, alors celui à gauche, qui n'a pas de tube, qui peut aussi être lié au Dexcom. L'Omnipod 5 est approuvé au Canada. C'est celui qui a le lien avec le Dexcom. Il a été approuvé en avril, mais il n'est pas encore au marché. Dès qu'on va savoir plus là-dessus, on va partager ça avec notre communauté. J'espère que ça va être dans les prochains mois. On a aussi le Tandem. Le Tandem, c'est la pompe que moi j'utilise avec le Dexcom où c'est lié. Quand je dis lié, si vous ne savez pas ce que ça veut dire qu'il y a un algorithme dans la pompe qui ajuste l'insuline dépendant des taux de glycémie qui arrive avec la technologie du Dexcom. Alors, si la pompe voit qu'on va avoir un hypo, par exemple, durant la nuit ou même durant la journée, la pompe va arrêter l'administration de l'insuline. Alors, c'est vraiment une technologie super. Au centre, je montre aussi, et désolé, c'est en anglais le screenshot, je montre le looping, cette idée d'avoir une pompe fait maison. L'idée ici, c'est aussi d'utiliser des algorithmes, mais c'est d'utiliser des algorithmes pour des pompes à insuline qui ne sont pas encore liées par le Santé Canada, par FDA, mais il y a encore l'option pour l'individu de le faire soi-même. C'est pour ça que c'est DIY, do it yourself, ou pompe fait maison. Alors, par exemple, au Canada, il y a des gens qui utilisent déjà l'Omnipod avec le Dexcom où c'est lié, mais c'est lié via cette forme de pompe fait maison. Bien sûr, il y a aussi l'option classique qui marche aussi très, très bien, les syringes avec l'insuline ou des stylos à insuline. Alors, les stylos à insuline, maintenant, peuvent être assez intelligents, où ils ont souvent une petite mémoire même pour vous rappeler de vos doses d'insuline à cause qu'il n'y a pas d'écran pour vous montrer quand vous avez pris votre dernière dose. Alors, beaucoup de choix. Alors, si vous vous sentez à l'aise de partager, vous pourrez mentionner le chat ou encore juste unmute et partager avec nous quel appareil vous utilisez.
Ça serait aussi intelligent ça serait aussi intéressant de savoir en quelques mots pourquoi vous aimez cet appareil d'administration. Alors, disons, si vous utilisez un stylo à insuline et pas des syringes, ou si vous utilisez une pompe à insuline et pas un stylo à insuline, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette méthode ou pourquoi est-ce que vous l'aimez? Alors, je vais vous donner quelques minutes et je peux partager avec vous pourquoi moi, maintenant, je suis sur un tandem et pas un Omnipod. Alors, Isabelle, un pompe permet une certaine souplesse, à mon avis. Oui, oui. Stylo à insuline pour Suzanne, OK. Medtronic pour Isabelle. Omnipod, wow, on a presque tout. Sans tubulure, oui. Un stylo et seringue en soirée pour obtenir un meilleur contrôle, parfait. Un tandem, oui, avec Control IQ. Alors, Marie, pour les autres qui ne connaissent pas, Control IQ, c'est l'algorithme que je mentionnais en tant que faire des décisions. La pompe peut faire ses décisions pour vous. Je crois que Myriam va partager aussi. Un stylo pas intelligent, j'aimerais bien une pompe. Le coût est trop important pour moi. Oui, c'est clair. Ouais, je vais parler à propos du coût dans un instant aussi. Attends pour Claudia. Alors, moi, je suis sur un tandem et pour moi, maintenant, je suis sur un tandem et pas une pompe Omnipod à cause que j'étais sur une pompe Omnipod avec mes 2 grossesses, avec mes enfants. Je voulais pas que les petits mains de bébé retirent, touchent la tubulure, touchent la pompe. Mais maintenant, avec mes enfants qui sont encore petits, un peu plus grands, ce que je trouvais difficile avec l'Omnipod, c'est qu'il fallait toujours avoir l'autre petite machine pour me donner de l'insuline ou mon téléphone pour savoir mon taux de glycémie. Je ne l'ai pas sur ma montre. Mais quand j'ai 2 enfants dans mes mains ou dans mes bras, c'est difficile aussi de chercher son Omnipod pour se donner de l'insuline. Alors, j'ai changé au tandem pour cette raison, même si j'aime pas la tubulure. OK. Alors, je pense que Claudia a aussi partagé. Et après cela, on va changer stylo et Dexcom. OK. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup, beaucoup d'options pour l'administration d'insuline. Alors, comment est-ce qu'on choisit un bon appareil qui vous convient? Alors, j'aime vraiment la variété avec vos réponses et avec vos options. Alors, le coût, bien sûr, le coût, c'est pour la plupart de nous la première considération en tant que pompe. Malheureusement, si vous êtes au Québec, et Rosalie peut-être plus tard peut mentionner ce qu'on fait au Québec pour essayer d'avoir des pompes à insuline couvertes par le gouvernement pour les adultes, mais le coût, c'est vraiment une considération très, très importante. Est-ce que vous aimez l'idée du Control IQ ou Medtronic, l'idée d'avoir des algorithmes qui font les décisions pour vous, ou est-ce que vous aimeriez plus avoir le contrôle vous-même en utilisant une pompe simple ou un stylo à insuline, à insuline, par exemple? Tubulure aussi, la peur, des fois on a eu la peur de ces technologies qui ont beaucoup de complexité. Le stigmate, des fois aussi, c'est cette idée d'avoir une pompe sur son corps, le stigmate associé. Ça empêche l'idée de prendre, ça empêche l'idée de commencer sur une pompe. D'autres choses, c'est les résultats. Alors, ça peut être la glycémie. On pense quand on change de appareil, on voit qu'on a une meilleure glycémie, qu'on a un fardeau qui n'est pas assez élevé, ou le temps d'être dans les cibles, ce qui veut dire, si on utilise un Dexcom, on voit qu'on a moins de variabilité dans ces taux de glycémie. Des fois, c'est aussi, je n'ai pas mentionné ici, mais c'est aussi avec la santé mentale. Des fois, c'est beaucoup plus facile pour nous avec la santé mentale si une pompe fait des décisions pour nous. Pas toujours, mais des fois.
On peut aussi avoir une fatigue qui est liée à l'utilisation des appareils. Vous avez peut-être déjà pris une pause ou des vacances avec votre pompe ou même avec des stylos à insuline pour changer vos seringues. Et c'est quelque chose qui est faisable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une pause. On peut le faire, mais il faut être préparé, il faut avoir un plan. C'est beaucoup plus difficile d'aller d'une pompe à un stylo à insuline si la pompe prenait les décisions pour nous, pour les taux basales, par exemple, à cause que c'est pas quelque chose qu'on faisait avant. Alors, c'est faisable. Je dirais qu'il faut parler avec votre équipe de santé. Si vous êtes, des fois, on est aussi fatigué des alertes. Si on a trop d'alertes avec notre pompe à insuline ou avec notre Dexcom, on peut changer cela aussi. On peut minimiser le nombre d'alertes. Alors, la dernière chose, le dernier thème pour ce soir, c'est la détresse diabétique. Et, parfait. Rosalie a partagé, euh, parfait, le lien. OK, merci. Alors, pour la détresse diabétique, c'est sûrement quelque chose que vous avez entendu, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, la détresse diabétique, c'est la détresse qui est associée à vivre avec le diabète, à prendre toutes ces décisions à chaque jour et le fardeau de l'autogestion qui existe avec le DT1. On peut avoir une détresse qui est émotionnelle. Là, c'est vraiment l'idée de se sentir dépassé. Alors, cette idée d'être overwhelmed, comme quelqu'un a mentionné au début. On peut aussi avoir la détresse qui est liée au régime de vie. Alors, la fatigue qui est causée par l'idée qu'on vit déjà une vie, mais on doit aussi faire le travail associé à l'autogestion de cette maladie. On voit aussi des fois la détresse avec les relations avec les endos, les infirmiers, les infirmières, comme j'ai mentionné. C'est cette idée d'être jugé, qu'on ne fait pas autant qu'on peut avec notre autogestion. Et dernièrement, l'idée qu'on est toute seule, le sentiment d'être seule face à notre maladie chronique. C'est là vraiment où c'est important d'avoir un soutien social, de faire part des groupes où d'autres personnes soit vivent avec le diabète de type 1 ou gèrent le diabète de type 1 d'un enfant. Alors, si vous êtes parent, c'est toujours super d'avoir d'autres parents que vous connaissez qui ont aussi des enfants avec le DT1. La question qu'on peut se demander, c'est en bas, c'est si vous n'aviez pas le diabète, à quoi ressemblerait votre vie? Et si les symptômes, si les pensées que vous avez, si la fatigue que vous avez est vraiment liée au diabète, si vous pensez à une vie sans DT1, est-ce que vous auriez encore ces issues? Est-ce que vous aurez la fatigue? Est-ce que vous aurez ce sentiment d'être dépassé? Si la réponse c'est non, ça veut dire que c'est vraiment lié, ces symptômes sont vraiment liés à votre DT1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi comment est-ce qu'on sait si on a la détresse? Il existe beaucoup de questionnaires. Si vous demandez à votre clinicien, à votre équipe de santé, il y a plusieurs qu'on peut utiliser. Je voulais juste montrer ce questionnaire pour vous donner une idée des questions qu'on vous demande. Alors, pour celui-ci, on pense au mois dernier. Alors, il vous demande de penser au mois dernier et d'indiquer dans quelle mesure chacun des éléments qui sont présentés a pu vous poser problème en entourant le chiffre. Alors, on peut juste regarder le premier pour vous donner l'idée. Alors, pour le numéro 1, c'est j'ai le sentiment que je n'ai je ne sais pas prendre en charge mon diabète aussi bien que je le devrais. Alors, vous pouvez mettre pas de problème ou problème très grave. Et c'est sûr, si vous faites ces 28 questions ou phrases, et vous avez beaucoup de 5, beaucoup de 6,
c'est clair que le diabète de type 1, maintenant, dans le dernier mois, vous affecte beaucoup. Avec une maladie chronique, ce qu'on voit, c'est que comme une maladie chronique comme le diabète de type 1, c'est que la majorité de gens va avoir la détresse à un point durant leur vie ou durant leur parcours avec le diabète de type 1, mais ce n'est pas quelque chose qui existe tout le temps. Ça veut dire que quand la vie, disons, est plus stressante, quand on a beaucoup de changes dans notre vie, ça peut être un enfant qui va aller à l'université, ça peut être la grossesse, ça peut être changer d'emploi. Quand on a beaucoup de stress durant la vie, si on n'a pas de stratégie, je vais parler des stratégies qui peuvent nous aider avec la détresse. Si on n'a pas ces stratégies, c'est là souvent où on voit ce score plus élevé. Alors, ce n'est pas tout le temps pour vous donner l'espoir que c'est quelque chose qu'on peut gérer. Alors, quelques stratégies sur la réduction de la détresse. Ça, c'est pris de quelques études. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et c'est vraiment autour de l'éducation, mais aussi l'éducation et le comportement. Alors, cette idée de promouvoir des comportements sains. Il y a beaucoup de thérapies aussi centrées sur les émotions. Alors, comme j'ai parlé, des stratégies d'adaptation, faire des plans d'action personnalisés, avoir des buts, des objectifs qui sont vraiment personnalisés pour vous avec votre vie, avec le DT1. Il y a aussi la thérapie cognitive du comportement qui est assez important ici. Beaucoup de travail, beaucoup d'études sur les groupes de soutien. Alors, faire partie d'un environnement avec d'autres personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Être capable de partager vos défis, de partager vos wins, vos succès aussi. Et il y a aussi l'idée de la technologie, comme quelqu'un a mentionné, l'idée que la technologie peut nous aider à minimiser le fardeau. Si vous êtes peut-être quelqu'un qui a de la difficulté avec votre santé mentale ou vous pensez que la technologie pourrait vous aider, c'est sûr que c'est important d'avoir cette conversation avec votre équipe de santé. Et la toute dernière chose, c'est cette idée de résilience. La résilience, c'est vraiment l'idée qu'on peut rebondir, qu'on peut surmonter les défis qui existent durant la vie. Au début, quand on parlait des mots qu'on utiliserait pour décrire le diabète de type 1, les mots étaient quand même assez lourds et négatifs. Mais je pense, et je sais en lisant quelques études aussi, les individus qui vivent avec le diabète de type 1 souvent sont très, très résilients ou résilientes. Et c'est un trait de notre personnalité qui est vraiment un atout. Alors, si vous pensez que vous pourriez aussi avoir une meilleure résilience, qu'est-ce que vous pourrez faire? J'ai touché là-dessus déjà, mais je vais le répéter. Alors, c'est l'idée d'identifier, d'utiliser vos ressources internes. Alors, interne, ça veut dire la manière dont vous pensez, le langage que vous utilisez, les manières dont vous adaptez aux défis. L'autre chose, la deuxième chose, c'est utiliser les ressources sociales, bien sûr, faire partie d'une communauté. Et dernièrement, identifier les ressources instrumentales. Alors, la technologie, les pompes qui peuvent vous aider à minimiser le sentiment que vous faites beaucoup, beaucoup de travail, que vous êtes vraiment épuisé avec tout cela, à cause que c'est vraiment une maladie difficile à gérer 24 heures sur 24. Juste voir rapidement s'il y a des commentaires ou des questions. Il n'y en a pas. Non, on n'a pas. OK, merci, Non. Rosalie. Maintenant, j'ai 3 écrans. J'ai 2 écrans et mon téléphone pour voir le chat. OK. Alors, je vais terminer là-dessus. Alors, j'ai mis quelques liens et ressources. On a sur notre site web qui est maintenant percdte1.ca. La trousse de soins. Alors, on a des trousses pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec des outils et
des pamphlets, des petits livres d'information pour vous aider avec vos connaissances là-dessus. J'ai aussi partagé un lien pour voir plus d'informations sur la détresse, à cause que c'est vraiment un thème important pour l'autogestion. Je partage aussi, si vous ne connaissez pas le projet Better, c'est type1better.com. C'est un projet qui est fondé et qui a été commencé, disons, à Montréal avec Dr. Rémi Rabassa-Loret, qui est chercheur, mais aussi endocrinologue. Et ils ont plein de ressources sur la santé mentale, sur la détresse, beaucoup de webinaires. C'est un projet de registre. Alors, si vous vivez avec le diabète de type 1, vous pouvez vous enregistrer et compléter des sondages pour aider les données scientifiques pour mieux, pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer les questions qu'on se pose comme chercheur. Alors, c'est le projet Better. Et dernièrement aussi, le site de diabète au Québec a aussi beaucoup de ressources sur la santé mentale, sur l'autogestion, avec des ressources qui sont situées au Québec. La dernière chose, c'est le lien pour notre programme de formation de santé mentale. C'est un programme qui est plutôt pour les professionnels de la santé, mais aussi on a l'option de faire un curriculum pour le public. Et un peu du contenu de ce soir sur la résilience, sur les stratégies pour la détresse diabétique. Tout cela, on peut aussi le trouver dans ce programme. Alors, si vous voulez le prendre, c'est gratuit couramment. Je ne sais pas si on va l'avoir gratuitement l'année prochaine, mais cette année, c'est un programme qui est gratuit. Alors, je voulais le partager avec vous. Alors, je vais éteindre mon écran pour vous voir s'il y a d'autres questions. On a encore quelques minutes. Je vais être certaine que j'ai rien manqué. Dans le chat, il n'y a rien qui a été manqué. Est-ce que OK, parfait. quelqu'un a un commentaire ou veut poser une question, veut faire une... Vous pouvez le faire à voix haute aussi. Soyez à l'aise. Avez-vous reçu du feedback pour quand est-ce que le Freestyle 3 sera approuvé par Santé Canada? Non. Je ne sais pas si Rosalie a entendu quelque chose. Non. Non. On n'a jamais les nouvelles à l'avance. Oui. On le sait Malheureusement. juste Oui. juste quand la compagnie le dit à tout le monde, c'est là qu'on va le savoir. On n'a pas d'informations à l'avance, même nous. Ça dépend. Et Santé Canada aussi, juste le dit tout en même temps à tout le monde. Alors, malheureusement, Guy, non. Non, merci. Oui, désolée. Alors, Marie a demandé, laisse-moi juste l'ouvrir. Question pour les femmes lors de vos règles. Avez-vous des trucs pour ne pas faire des hippos durant 5 jours? Oui, alors c'est une super question à propos des hormones. Alors, je n'ai pas touché là-dessus avec l'autogestion, mais bien sûr, les hormones vont influencer les taux de glycémie. Si vous avez une cycle qui est assez, je ne sais pas si routine, consistante de mois à mois, vous pouvez voir quand vous allez être plus sensitive à l'insuline. Alors, ces hippos peuvent être assez énormes, j'avoue. Je sais qu'il y a des femmes, ce qu'ils font, Marie, c'est qu'ils vont avoir des taux de basal. Utilisez-vous une pompe ou de l'insuline long-acting? Parce que ce qu'on peut faire avec une pompe, une tandem, OK. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un autre, disons, basal rate, un profil, ouais.
pour ces, disons, 5 jours où vous savez que vous allez avoir beaucoup plus d'hypo. Et des fois, les femmes doivent le diminuer par 40-50% même pour prendre moins d'insuline pendant ces jours. Et pareil avec les jours où on a beaucoup de résistance, il faut prendre beaucoup plus d'insuline. Alors, pour ces 3-4 jours, on peut aussi avoir un procès qui est dédié à nous aider à gérer les hormones qu'on aime tellement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, s'il y a d'autres. Ouais, des fois, ça se peut. Ouais, ça se peut qu'il faut changer par 40-50%. C'est aussi difficile avec l'autogestion. Je vais voir quelle est dans un instant votre question, Nicolas. OK. Si les recherches avancent, Anne-Marie, c'est votre Ah, si les fameuse recherches question. avancent, oui. Ça se guérisse un jour. Là, ça, c'est le... Oui, alors, oui. On a juste comme un petit 3 minutes pour conclure. Alors, est-ce que c'est possible de croire que le diabète guérisse un jour, savez-vous, si les recherches avancent? OK. Ah oui, Yannick Kelly, c'est une énorme question pendant 2 minutes. Ce que je dirais, étant quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine, de la recherche, et quelqu'un qui vit avec le diabète et qui a vraiment vécu maintenant les 30 dernières années en observant ce qui se passe avec la recherche, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir maintenant avec différentes thérapies, les thérapies cellulaires, les thérapies qui peuvent prendre un délai de 2 à 3 années avec early detection, alors avec le dépistage. Je ne vais pas vous donner une date, hein, je ne sais pas s'il y a une date, mais je pense qu'on est maintenant, comparé à il y a 10-15 ans, on est beaucoup plus proche d'avoir de différentes méthodes de guérison. Alors, je ne pense pas que ça va être seulement une guérison, mais je pense qu'il y a beaucoup de collaboration entre les chercheurs aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un moment quand même, moi, je trouve, positif dans le monde de diabète. C'est un monde qui avance beaucoup, puis même depuis le temps que je suis là avec Percé DT1, en 6 ans, on a eu beaucoup d'avances. Comme ça va, c'est pas quelque chose qu'on voit à la pharmacie ou chez votre endo demain, mais c'est quelque chose qu'on voit en arrière-plan parce que les percées, c'est quelque chose que aussi il y a beaucoup Anne-Marie fait beaucoup, elle a fait déjà une autre webinaire sur tout cela, puis on le fait à chaque année, nos avances en recherche, mais c'est quelque chose qui vient parce que dès qu'il y a une percée, c'est là on commence avec les essais cliniques. Il y a beaucoup d'étapes avant qu'on peut le mettre sur le marché ou avant qu'on peut. Alors, c'est un écart quand même assez. C'est long, mais c'est intéressant. Et on devient de plus en plus proche. Oui. Alors, on va clôturer ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire un courriel aussi. Et merci beaucoup, Anne, d'être avec nous ce soir et de partager votre expertise et votre vécu. C'est très apprécié pour tout le monde qui est ici. Alors, demain aussi, si vous avez des commentaires, on va vous envoyer un courriel à tout le monde aussi avec le lien pour visionner la conférence de ce soir. Et un gros merci à tout le monde et on espère vous revoir en 2025. Alors, bonne santé pour la fin de l'année et joyeuses fêtes à tout le monde et bonne fin de mois de sensibilisation au diabète, fin novembre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci.